Ce que je vous propose de faire là, je crois que le titre que j'avais donné pour l'intervention, c'est en gros où en est la sociologie des mouvements sociaux. Alors c'est extrêmement prétentieux, donc je m'en excuse d'avance. Ce que je voudrais faire en fait, c'est parce qu'il y a ce livre, parce qu'il y a le dictionnaire, c'est en gros m'auto-instituer le porte-parole d'un petit groupe de chercheurs qui en France, donc notamment les auteurs qui sont rassemblés dans ce livre, les coordinateurs et les auteurs, qui en gros depuis on va dire le début des années 90, milieu des années 90, 94 je crois, quand on a créé le Germe, ont commencé à travailler sur la sociologie des mouvements sociaux, à faire des thèses sur différents types de mobilisation, et qui, en quelque sorte, sans se concerter à l'avance, et au cours du temps, me semble-t-il, on a fini par construire quelque chose qui a une certaine cohérence, et qui, pas entièrement évidemment, se distingue un petit peu de ce qui se faisait, de ce qui se fait par ailleurs en France, dans d'autres espaces, et en même temps qui je crois se distingue de la manière dont la sociologie des mouvements sociaux se fait aux États-Unis, enfin aux États-Unis, disons dans le monde anglo-saxon. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que j'aimerais développer là, c'est-à-dire en gros expliquer ce qui fait le propre des approches qu'on a développées, sans vouloir bien entendu, je ne suis pas venu ici pour vous dire voilà il y a une manière de faire qui est la manière de faire, ni même pour dire que la manière dont nous faisons est une manière particulièrement originale, c'est-à-dire que c'est sur certains points que certaines inflexions sont données, etc. Et évidemment, si vous avez regardé ce bouquin ou le dictionnaire, évidemment que tout ça repose sur le socle énorme, en quelque sorte, de la sociologie des mouvements sociaux anglo-saxonnes. C'est quand même de ça qu'on se nourrit, et c'est à partir de ça qu'on essaye de donner quelques inflexions. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que je ne vais pas non plus, mais ça je pense que vous l'avez compris, je ne vais pas non plus développer quoi que ce soit sur tel ou tel mouvement social. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner d'exemples de tel ou tel mouvement social, comment il faudrait l'analyser, comment on l'analyse, etc. Je vais prendre peut-être un petit peu l'exemple du mouvement altermondialiste, parce que ça intéresse Geoffrey, à un moment, mais voilà. Ça veut dire que je ne vais pas parler des indignés, ça veut dire que, d'ailleurs, je ne sais pas ce que je peux en dire, parce que je ne suis pas du tout ce mouvement. J'ai pensé à un moment que je devrais ici parler un petit peu de des révoltes dans le monde arabe, parce que je pense que c'est véritablement mais c'est trop compliqué parce qu'on est en plein dedans, mais on est en train de faire un bouquin là-dessus, puis un numéro de la revue française de sciences politiques là-dessus, donc ça me paraît idiot d'en parler maintenant, mais ça aurait été un bel exemple à prendre mais il faudra le faire plus tard, pour justement illustrer tout ce qui distingue nos approches de ce qui se fait par ailleurs, puisque déjà il y a un certain nombre de numéros de revues, vous savez, qui sont parus, etc., et me semble-t-il on retrouve dans beaucoup de ces publications tout ce qui, de mon point de vue, constitue des défauts de l'analyse ou comment on appelle ça, des impasses de l'analyse sur les révoltes ou éventuellement les révolutions dans le monde arabe. Donc voilà, je ne vais pas faire ça, je vais en fait essayer de partir d'une caractérisation de la sociologie des mouvements sociaux telle qu'elle s'est développée, telle qu'elle existe aujourd'hui, pour essayer de donner quelques pistes à travers, si j'ai le temps, trois entrées. La première entrée pourrait être, je dis pourrait parce que je n'aurai pas le temps de développer les trois, la question, donc, comme tu l'as annoncé, la définition des mouvements sociaux, la question de la construction de l'objet, c'est-à-dire comment on construit l'objet, comment on définit les limites de ce qu'on entend par mouvements sociaux. La littérature foisonne de propositions, elles sont passablement contradictoires, elles ont tous leurs avantages et leurs défauts, donc voilà, ça me paraît intéressant de discuter de ça. Un autre aspect qu'on pourrait discuter, et je vous laisserai le choix quand j'aurai fait mon introduction, qui prendra peut-être toute l'heure, ça serait de discuter on va dire, des répertoires d'action, disons des modes d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et ça me paraît intéressant parce que s'il y a un élément dans la sociologie des mouvements sociaux sur lequel finalement on peut dire qu'on s'accorde universellement, c'est la valeur du concept de répertoire d'action, forgé parti, etc. C'est à peu près le seul. C'est-à-dire que tous les autres concepts qui circulent dans la sociologie des mouvements sociaux, tous les autres concepts font l'objet de disputes, de contestations, etc. en ce moment, structures d'opportunités politiques, de réseaux, etc. Répertoire d'action, c'est en gros le truc qui est sauvé pour l'instant. Et en même temps, ça pose des problèmes. Donc c'est intéressant de partir de ce qui est le plus consensuel pour montrer qu'au fond, il y a quand même des choses à discuter. Et puis, je pourrais aussi éventuellement parler de la question du militantisme, c'est-à-dire de ce que moi j'appelle les carrés militantes. On peut appeler ça les trajectoires militantes, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment qu'une question de mots. En revanche, ce qui est derrière me paraît intéressant, c'est-à-dire les approches, disons, interactionnistes. Enfin, un type d'approche interactionniste du militantisme qui permet, me semble-t-il, de produire des choses et de produire des profits de connaissances sur ce que c'est que l'action collective, le militantisme, le passage à l'acte. Voilà. Alors,
Si on regarde la sociologie des mouvements sociaux aujourd'hui, alors je vais être un peu caricatural, mais il me semble que d'un côté, on a quelque chose qui est très positif, c'est-à-dire qu'on a quasiment, on pourrait dire, une sous-discipline qui s'est autonomisée. Et assez rapidement, puisque finalement, entre, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu as soutenu ta thèse, 96, c'est ça, quand tu as soutenu ta thèse, donc moi j'ai soutenu fin 94, donc on est la même génération. Au moment où nous on soutient nos thèses, donc mi-90 en gros, c'est pas constitué. Ça existe bien entendu aux États-Unis de manière depuis longtemps, etc. Mais en gros dans le champ français, c'est un moment de creux en quelque sorte, hein, où l'école tourainienne en quelque sorte connaît une éclipse. Où finalement, voilà, il n'y a pas grand-chose. Et ça repart à partir de ce moment-là, ça repart ici ou là. Et aujourd'hui, on a véritablement quelque chose qui s'est à nouveau structuré de manière relativement originale, donc c'est très bien, avec des revues, des numéros spéciaux de revues, etc., avec des manuels, et il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a le manuel de Neveu, on avait publié un premier manuel qui est très mauvais, que je ne vous conseille pas de lire, qui s'appelait Lutter ensemble en 93, qui est très mauvais, mais qui est un objet historique, parce que c'est intéressant de le lire pour ça, mais pas pour s'en servir, juste pour rire. Mais voilà, et donc tout ça petit à petit s'est développé, donc ça c'est une première chose, une autonomisation, mais avec des coûts. Et les coûts, ils sont assez importants. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'aujourd'hui, quand on regarde finalement ce que ça a produit, on sait beaucoup de choses, on s'est autonomisé, on existe, on a même une certaine surface dans la sociologie ou la science politique française, et en même temps, ça provoque des effets de fermeture. C'est-à-dire que véritablement, il y a, me semble-t-il, et j'en suis aussi bien responsable que les autres, hein, évidemment, une forme d'assèchement intellectuel, et de quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire une hyper-spécialisation. On est spécialiste des mouvements sociaux, et donc on arrête de lire des ouvrages d'histoire, on arrête de lire de la sociologie autre que, je sais pas, de la sociologie de la famille, par exemple, et finalement on ne s'intéresse plus qu'à ces petits objets, et au final, on se gratte le nombril et on tourne en rond. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment, si vous voulez, où il faut tirer profit de cette autonomisation pour élargir à nouveau le spectre des lectures, des questions qu'on se pose, parce qu'on finit par, si je prenais, je sais pas, les 15 dernières thèses dans lesquelles je suis allé pour des jurys, ça finit par, en quelque sorte, tourner un petit peu en rond, quoi. C'est toujours les mêmes petits objets, les mêmes petits concepts, des petites avancées qu'on pourrait qualifier de microscopiques, bien souvent, et évidemment, c'est un peu dommage. Donc, voilà, en gros, me semble-t-il, la situation, une routinisation très forte, on est vraiment entré dans une période de science normale, en quelque sorte, et aussi une relative routinisation des instruments, c'est-à-dire des méthodes et des techniques qu'on emploie en sociologie des mouvements sociaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un numéro récent de la revue Politics qui doit s'intituler Observer les mobilisations, qui est le produit d'un séminaire collectif d'une année ou deux, avec une introduction qui fait pas des propositions, hein, mais qui fait la critique justement de cette routinisation des méthodes et des techniques, et je crois que c'est tout à fait juste. Il faut vraiment qu'on se pose la question de la valeur des techniques qu'on emploie aujourd'hui, et de leur congruence avec les questions qu'on se pose. C'est-à-dire que les questions ont avancé, les méthodes sont restées les mêmes en partie. Je reviendrai si j'ai le temps là-dessus, notamment sur 2 ou 3 de ces méthodes. Et puis il y a en gros la question de la discussion avec la sociologie américaine des mouvements sociaux. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais en gros on peut dire rapidement qu'il y a un modèle dominant dans la sociologie des mouvements sociaux anglo-saxonne, qu'on peut appeler la contentious politics, si vous voulez. Donc c'est le trio, si on peut dire, McAdam, Tilly, Tarot. C'est leur bouquin Dynamics of Contention en 2001. C'est le bouquin Politique du conflit qui a été traduit aux presses de Sciences Po, etc. Qui propose un ensemble de choses, de concepts, autour de 3 piliers, et qui à mon avis, ne fonctionnent pas. Alors évidemment, c'est pas seulement un avis franco-français, c'est aussi un avis qui est partagé par un certain nombre de chercheurs aux États-Unis de plus en plus. Donc par exemple, des gens comme Jasper, Goodwin et beaucoup d'autres, hein, Pauletta, Armstrong qui a bossé sur le mouvement gay à San Francisco, etc. Voilà, des gens comme Claviter sur le, je sais pas si vous êtes tous, vous travaillez tous sur les mouvements sociaux, parce que sinon je vais lâcher des noms pour rien. Enfin, bon. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis de plus en plus qui ne sont pas forcément sur la même position, mais qui critiquent en quelque sorte ce modèle de la contentious politics. Et en même temps, et ça me paraît, c'est ce qu'on dit dans l'introduction du volume, en même temps, ça n'est pas le signe d'un changement de paradigme.
Et fort heureusement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique où on était avant de la politique de la terre brûlée, où un paradigme en chasse un autre, hein, c'est le moment début des années 70, quand un paradigme en chasse un autre, etc. Au contraire, on est dans un moment, alors c'est aussi difficile, d'agrégation, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le champ scientifique de la sociologie de mobilisation fonctionne un peu comme un polype cancéreux. Est-ce que c'est un polype cancéreux? C'est comme, vous avez un concept, il ne fonctionne pas, ben on va pas s'en débarrasser, on va ajouter des trucs. Hein, c'est comme le Lego, quoi. On rajoute, et ça ressemble à la villa de Jacques Médecin à Nice, quoi. 7000 m² avec 60 salons, 12 billards. Voilà. On en est un peu là. Et d'une certaine manière, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin, en gros, de tout jeter pour tout reconstruire, parce qu'il y a des tas de choses avec lesquelles on travaille qui sont précieuses. En même temps, ben, on a des trucs, disons, un peu baroques. Et donc, ça vaut le coup, je crois, de s'arrêter un peu, de réfléchir un petit peu, d'avoir une réflexion un petit peu de niveau épistémologique, si vous voulez, sur la construction de l'objet, sur les techniques, sur les questions qui sont résolues. Peut-être qu'il y a certaines questions qu'on a résolues, c'est plus la peine de se les poser. En revanche, il y en a d'autres qu'on n'a pas posées ou d'autres qu'on n'a pas résolues. Voilà. C'est un petit peu ça qui me semble-t-il décrit en quelque sorte l'état de la recherche aujourd'hui. Alors, si on regarde la recherche, alors je ne sais pas si c'est la recherche française, c'est plutôt, disons, c'est la recherche européenne, française particulièrement, et certaines régions de la recherche ailleurs en Europe. Ça peut être en Italie, ça peut être en Allemagne, etc. Même si, comme vous le savez, la recherche sur les mouvements sociaux ailleurs qu'en France est très américanisée. Très américanisée. Donc elle se distingue peu, sauf dans certaines régions, de ce qui se fait ailleurs. Si on regarde donc ce qu'on produit, il me semble qu'il y a quelques traits distinctifs qui méritent d'être soulignés. Le premier trait distinctif, c'est évidemment, dans la tradition française, le recours aux instruments de la sociologie critique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé dans la sociologie française des mouvements sociaux, c'est que au milieu des années 90, lorsqu'on importe, alors ça j'en suis directement responsable avec d'autres, hein, lorsqu'on importe la sociologie américaine brute de décoffrage, on prend pouf, hein, c'est ça le tir ensemble. Ça a des effets, c'est-à-dire que ça met en position tous nos collègues plus âgés, Michel Auferlé, Michel Daubry, des gens, je sais pas moi, Jacques Lagroix, etc. Ça les met en situation, en quelque sorte, de se défendre, parce qu'ils connaissent pas cette littérature, avec Neveu, etc. Donc ils sont obligés de l'avaler, en quelque sorte, et en retour, ils la critiquent. Ils la critiquent avec leurs instruments à eux, qui est la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Alors chacun ses particularités, sa coloration, et c'est ça qui produit une forme d'hybridation qui fait qu'aujourd'hui, en quelque sorte, ce qu'on produit est très fortement nourri de cette sociologie critique. Ce qui veut dire très concrètement qu'on s'appuie par exemple sur la sociologie de la représentation, la sociologie des groupes, hein, pensez aux travaux de Bernard Pudal, etc., sur le militantisme, et tout ça fait que on produit, si vous voulez, une attention au phénomène de mobilisation qui diverge assez fortement, au fond, de ce qui se fait dans la sociologie anglo-saxonne. Ça, c'est une première originalité, en quelque sorte, cette coloration, on va dire... alors, je dis bourdieusienne, évidemment, c'est un peu caricatural, c'est plus large. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est la question de la construction des groupes, la question de la représentation, et c'est la question de la domination.